C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Alors que la guerre en Syrie entrera bientôt dans sa 5e année, les pays de la coalition qui luttent contre l'organisation de l'État islamique cherchent aujourd'hui une solution politique à ce conflit. L'opposition syrienne est actuellement réunie à Riyad, en Arabie Saoudite, pour tenter de parler d'une seule et même voix, avec peut-être en ligne de mire une réunion prochaine à New York le 18 décembre. Unir l'opposition syrienne, voilà un véritable défi. Peut-il être relevé tant les divergences et les parrainages sont nombreux? On va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, c'est Aïdine Izzouli. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes kurde syrienne. Avec nous, Elias Vardé. Bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université Paris-Sud, chargé des relations extérieures au Rassemblement patriotique syrien. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Khaled Khoja. Il est le président de la coalition nationale syrienne et il est aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite. La plupart des opposants sont présents ici. On arrive à communiquer. Dans notre majorité, on a la même vision du processus de transition avec une solution politique. On est sur la voie du consensus. Elias Vardé, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion à Riyad ? J'espère que ce minimum, justement, entre les différentes parties se réalise. Et je pense pas. J'entends par le minimum les priorités absolues que je considère, à savoir une opposition qui parle d'une voix unique et qui préserve d'abord l'unité de la Syrie, le peuple et la terre de la Syrie, et deuxièmement aussi qui mettent très rapidement un point final, le plus vite possible, à ce flot de sang qui coule en Syrie depuis plus de 5 ans. Ouais, c'est 250 000 morts en Syrie, beaucoup au moins plus. Au bas mot, sans doute plus avec tout le nombre de disparus. On va en parler de votre rêve, parce que c'est pas gagné, ça, une opposition syrienne unie. Ça fait 5 ans qu'on la voit voguer ici et là. CV Aïdine Izzouli, les Kurdes syriens n'ont pas été invités, et là on a du mal un peu à comprendre ces Kurdes syriens qui combattent sur le terrain l'organisation de l'État islamique. Pourquoi n'ont-ils pas été invités à Riyad ? Effectivement, malheureusement, la tâche de l'unification de l'opposition syrienne s'annonce d'ores et déjà très difficile, et exclure une partie importante de l'opposition syrienne, parce que quand même les Kurdes sont dans l'opposition, ils étaient déjà dans l'opposition avant le déclenchement de la révolution syrienne, et on peut dire facilement que c'est la seule opposition au régime de Assad qui existait, qui était organisée, et ça continue. Donc aujourd'hui, ils sont exclus de ces négociations de Riyad. Ça affaiblit énormément le camp de l'opposition pour les pourparlers qui doivent débuter quand même à partir de janvier avec le régime de Assad. C'est très regrettable, mais ça ne m'étonne pas tellement, parce que malheureusement, on peut toujours appeler à l'unité de l'opposition, à l'unité du peuple syrien, à l'unité du territoire syrien. Tout le monde le veut, tout le monde le souhaite, mais jusqu'à quel point c'est réalisable? Aujourd'hui, malgré tout, on assiste à 2 camps en Syrie. Un camp qui regroupe essentiellement, je ne dirais pas exclusivement, des positions un peu plus islamistes, je ne dirais pas radicales, mais islamistes, sunnites, avec l'opposition conservatrice quand même, avec une vision unifiée. C'est toujours dans la même chanson qu'avant ce qui était avec le régime, à savoir l'unité arabe, le pan-arabisme, la notion d'un État centralisé, fort, qui regroupe ou qui contrôle tout l'ensemble de territoire de la Syrie. Et vous avez de l'autre côté, donc en ajoutant une couche d'islamisation ou islamisme sur cette opposition, et vous avez de l'autre côté les libéraux, un peu libéraux, donc la vision qui...
les Kurdes qui se réunissent, en tout cas aujourd'hui, à Al-Malikiya, donc dans le nord de la Syrie, sur le territoire syrien, regroupent des Kurdes, certains Arabes, des Assyriens, des chrétiens, et qui visionnent, avec une vision donc d'un État laïque, décentralisé au même fédéralisme donc fédéral. Donc vous voyez, il y a quand même finalement de la Syrie quand même assez loin. Elias Bardé, on ne comprend pas pourquoi les Kurdes syriens n'ont pas été invités. Pour quelle raison vous le regrettez? Oui, je regrette, mais la chose suivante, je regrette que la délégation ne soit pas le plus large possible. Enfin, les invités à Riyad, parce que notre vision de la solution en Syrie, c'est que le pan-arabisme dont parle CV, c'est que nous, on croit que la solution en Syrie ne peut être que dans un État patriotique, citoyenne, un État citoyen pour tous, où tous les Syriens, quelle que soit l'ethnie, l'appartenance ethnique, quel que soit homme, femme, la pensée politique ou la religion, soient sur le même pied d'égalité, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, moi, je ne veux pas voir la Syrie de demain. Il y a un Syrien, un Arabe ou un Kurde, etc. Non, mais est-ce que vous voulez on pas est des Syriens. De la Syriens. On ne veut pas de partition, justement. Je pense que la partition, c'est pour moi... C'est pour ça que les Kurdes n'ont pas été invités? Non, justement. Moi, je considère... Les Kurdes, on a du mal quand même à comprendre, si vous voulez, cette réunion quand même, parrainée par l'Arabie saoudite, par de nombreux pays. Comment est-ce qu'on n'a pas pu inviter quand même les Kurdes syriens qui sont les seuls aujourd'hui au sol à combattre l'organisation de l'État islamique? Il y a des Kurdes. Il y a des Kurdes... des Syriens kurdes représentés au sein de la délégation dans le Conseil national kurde. Alors, est-ce qu'ils représentent tous les Kurdes? Ça, je ne sais pas. Non, mais alors, justement, je ne veux pas... Non, mais si tu permets un petit peu. Allez-y, je pense que ce n'est pas là... Bon, évidemment, c'est mon souhait aussi. Est-ce que les Syriens qui ont été invités à Riyad représentent toute l'opposition vraiment, cette opposition auquel d'ailleurs nous appartenons tous les deux, c'est une opposition laïque par excellence. Hein. On est d'accord, je crois, sur ce point. On veut une série... Vous et moi, mais pas l'opposition qui est à Riyad. Vous et moi, on appartient à l'opposition. Il y a aussi un autre opposant syrien qu'on a beaucoup reçu, qui est Haitham Mana, qui est le cofondateur de la conférence du Caire, et qui a refusé aussi d'aller à Riyad pour des raisons à peu près similaires, notamment à cause de cette invitation qui a été envoyée à Al-Har al-Sham, qui est allié à Al-Qaïda. Et il a dit, moi, je n'y vais pas. C'est une erreur, parce que, bon, justement, pourquoi l'opposition syrienne est arrivée à une telle situation? Et pourquoi la Syrie, justement, la situation syrienne a évolué jusqu'à arriver à l'état où on sait l'explosion totale de terrorisme, les massacres, etc. Je ne vais pas compter tout ça. On le connaît, on le voit, on l'a vu, hélas, jusqu'à Paris, très récemment. Donc, pour en finir avec tout ça, justement, et une des causes de ça, c'est cette division de l'opposition syrienne. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la situation idéale, la conférence de Riyad. Sauf que il y a un espoir pour qu'il y ait déjà au moins un noyau qui peut fédérer encore plus d'opposants syriens, mais sur un programme clair. Il faut que de Riyad sorte quelque chose d'évident. Donc vous dites, peu importe, vous ce que vous dites finalement aujourd'hui, c'est peu importe les divisions entre les islamistes et les libéraux, hein, si on peut parler ainsi des divisions comme vous l'avez fait, CV Aydin Izoli tout à l'heure, peu importe finalement ces divisions de fond, l'important aujourd'hui c'est d'aller ensemble à la table des négociations pour trouver une solution au conflit. Vous êtes d'accord? C'est le premier pas. C'est le premier pas? Oui, je trouve bien entendu. Je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, c'est primordial de pouvoir se réunir et pouvoir aller avec une seule délégation qui représente une différente composition de l'opposition pour aller dialoguer avec le régime. On a un calendrier qui a été fixé par la conférence de Vienne en disant nous avons 6 mois pour entamer des négociations et par la suite 1 an pour une période transitoire et l'organisation des élections. Donc nous avons un calendrier de 18 mois, ça sera très bien si on pourrait le respecter. Mais pour revenir à votre question, ce qui me chagrine, c'est que non seulement le Parti démocratique de l'Union kurde, le PYD, qui a été le PYD,
qui a été exclu de l'invitation de Riyad. Nous savons très bien qu'entre la coalition syrienne et le PYD, il n'y a pas vraiment, c'est pas des bonnes relations, mais ce n'est pas uniquement ce parti, même des partis, d'autres partis kurdes qui font partie de la coalition syrienne, qui font partie du Conseil national kurde. 4 partis ont été principaux, des grands partis ont été exclus. Il y a eu 2 ou 3 personnalités kurdes qui sont invitées, mais ils sont invités en leur nom propre. Par exemple, M. Abdelbaset Saïda. Abdelbaset Saïda n'est pas invité en tant que kurde ni représentant du Kurde. Il était le président de la coalition syrienne. Donc, par conséquent, l'Arabie saoudite exclut toute un composant essentiel du peuple syrien de ces pourparlers. Et moi, je pense que la coalition syrienne, l'opposition syrienne, qui représente l'ensemble du peuple syrien, c'est l'opposition syrienne qui aurait dû protester et contester en disant « Vous ne pouvez pas exclure 3 millions à 4 millions de peuples syriens des négociations alors que ces groupes... » Ces Kurdes qui sont dans le nord jouent un rôle très essentiel dans ce conflit. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte justement de cette coalition nationale syrienne, justement, que demain les Kurdes proclament un État indépendant dans le nord du pays? Ce serait la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu les inviter. Je pense que c'est ça, mais en tout cas, ce n'est absolument pas dans le programme kurde. Et vous savez très bien, même le PYD... Je ne sais pas dans la tête de qui a adressé les invitations. Moi, je sais une chose, ce que je veux voir sortir de Riyad pour que je considère qu'il y a eu un pas en avant vers une solution, c'est la présence d'une seule délégation syrienne. Je ne veux pas savoir combien de Kurdes il y a dedans, ou combien d'Arabes, ou combien d'Assyriens, etc. Je veux une délégation syrienne. Qui parle d'une seule voix sur un programme clair. Alors, si on va parler Kurdes et Arabes, etc., c'est vraiment la parade pour le régime et pour ses alliés aussi, de continuer justement à œuvrer pour la division et donc on n'arrivera jamais à une solution. Alors Elias Vardé, vous parliez tout à l'heure des divergences entre les libéraux et les islamistes, vous aussi, Sévi Eddine Izzouli. L'autre divergence, c'est le rôle de Bachar el-Assad dans cette transition. Est-ce que cette opposition est d'accord pour accepter que Bachar el-Assad fasse partie de cette transition? Parce que c'est aujourd'hui aussi ça le réel point de blocage. Alors, quelle est votre position? Ma position personnellement, c'est que Bachar el-Assad ne peut pas faire vraiment une partie de la solution, y compris de la solution transitoire. Pour une raison simple, c'est que après, il est inimaginable comment s'asseoir. Je veux dire, c'est une phrase qui a été répétée à maintes reprises, de mettre vraiment le bourreau et le victime pour s'asseoir, négocier. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Je veux dire, certes, on peut me dire, voilà, entre ennemis, finalement, il faut négocier pour aboutir à une solution. C'était le Vietnam, c'était d'autres conflits, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. En Yougoslavie, on n'a pas négocié avec les bourreaux. Ou ceux qui sont restés, on les a jugés devant le tribunal international de crimes de guerre. Donc, longtemps après, hein. N'est-ce pas? Très longtemps après. Oui, ils ont fait partie aussi de la transition. Hein. Oui, mais est-ce qu'on peut assurer une telle garantie? Parce que ce qui est important pour moi, c'est votre point de vue. Aujourd'hui, c'est votre point de vue, Elias Vardé. Mais il y en a au sein de cette opposition syrienne qui sont pour replacer Bachar el-Assad, en tout cas dans le cadre d'une transition. Donc là encore, il y a des divergences. Et vous, quel est votre point de vue, Sévi Eddine Izzouli? Est-ce que vous dites aujourd'hui, parce que certains Syriens le disent aujourd'hui, disent oui, pour arrêter cette guerre, il faut accepter le fait que Bachar el-Assad fasse partie d'une transition, en tout cas dans un premier temps? Effectivement, quand je pense, moi, en tant que juriste et avocate et une opposante, moi, je dis, on ne peut pas, dans les pays occidentaux, dans les pays démocratiques, lorsqu'il y a, madame, un accident de la circulation qui fait, je ne sais pas, une cinquantaine de victimes, si le gouvernement avait certaines négligences, on demande la démission du gouvernement. Alors, comment parler d'un président, d'un régime qui est responsable de la mort de plus de 300 000, de l'exode de moitié de la population? Cela est dit, moi aussi, je suis de l'avis, en tant que juriste, que Bachar el-Assad est bon uniquement pour la Cour pénale internationale. C'est un criminel de guerre. Mais cela est dit aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas aussi montrer un certain pragmatisme? Parce que jusqu'à maintenant, on est au point de départ. Ça fait 5 ans que ça dure. Qu'est-ce que ça peut changer
aujourd'hui d'arrêter les négociations et l'avancement dans ces processus du paix et de négociation en se fixant sur un point, le départ aujourd'hui ou demain. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de place pour cette dictature dans l'avenir de la Syrie. Mais est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui se concentrer plutôt sur le programme d'avenir, de mettre un peu dans ce gouvernement de transition, ça doit être comment? Est-ce qu'il faut maintenir l'armée? Est-ce qu'il faut maintenir les istarbarat, les renseignements généraux? Comment parvenir à une période ou une période transitionnelle ou transitoire sans voir ou sacrifier toutes les institutions de l'État. Oui, vous dites en fait, il faut ce que disent par exemple la coalition aussi internationale. Ils disent il faut surtout pas détruire l'État syrien comme on l'a fait finalement avec l'État irakien ou libyen. Et vous, ce que vous dites aussi, ce que certains disent aussi, c'est finalement, c'est ce que disent aussi les Russes d'une certaine manière et les Iraniens. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Il faut l'accepter sur une période de transition. Il ne faut pas s'entêter parce que depuis 5 ans, on s'entête, on ne parvient pas à quelque chose. Donc, on est tous d'accord que c'est une dictature, c'est un criminel de guerre, c'est quelqu'un qui doit être jugé. Ça, le peuple syrien le détermine dans ce qu'on appelle la justice transitoire. Mais aujourd'hui, si c'est le seul prix pour parvenir à un cessez-le-feu, à arrêter le bain de sang, est-ce qu'on ne doit pas quand même... Il faut le payer, ce prix. Je voudrais revenir sur cette même question. En fait, je n'ai pas fini tout ce que j'avais à dire sur... Oui, mais le temps presse, là. Voilà. Il nous reste Alors, 2 minutes le temps presse. Effectivement, ce que la priorité aujourd'hui, dans tout processus, je crois, de solution, il faudra... d'abord poser des priorités. Et la première priorité, la priorité des priorités, c'est l'arrêt des guerres. Et lié à cette première priorité également, c'est qu'il faut qu'il y ait l'assurance pour que le peuple syrien dispose du sort de Bachar el-Assad et du type de régime à venir après, c'est-à-dire dans un cadre démocratique d'un État citoyen, etc. C'est ça. Mais ça, c'est la deuxième, troisième, quatrième priorité. La première, vous l'avez peut-être dit, le premier, c'est peut-être de faire cesser la guerre. C'est ce que dit Eldin Izouli. Elle dit plus de 300 000 morts. Alors justement, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat, Homs. Ça, c'est essentiel. Homs, il y a un cessez-le-feu quand même qui a été conclu. En tout cas, les rebelles de Homs, c'est un quartier de Homs. Je ne sais pas si on peut utiliser vraiment le terme de cessez-le-feu. En tout cas, un accord a été conclu entre le régime syrien et les rebelles de Homs qui ont permis aux rebelles d'évacuer un quartier de Homs et de repartir vers le nord-ouest du pays. Cessez-le-feu local, entre guillemets, en tout cas un accord conclu entre le régime syrien et les rebelles. Vous dites quand même c'est une bonne nouvelle, c'est le début de quelque chose. En tout cas, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les populations civiles, ça c'est certain. Oui, en fait, exactement. C'est peut-être pour la population civile, mais encore... mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Vraiment, mais où est-ce qu'ils vont, ces gens? Aujourd'hui, justement, c'est ça la question qui se pose. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de toit pour ces gens. Ils vont donc s'ajouter, en fait, au flot de réfugiés, qu'ils soient à l'intérieur ou ceux qui se lancent sur les surfaces des eaux, des mers, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Je pense, malheureusement, la communauté internationale, et notamment les amis du peuple syrien, ont pris beaucoup de retard pour évaluer à sa juste mesure et avec ses véritables portées de la crise syrienne, ce qui explique en partie pourquoi le terrorisme est arrivé jusqu'ici. On n'a pas su soutenir le camp démocratique de l'opposition syrienne depuis 2011. Alors, ça, c'est grave. Ça pourrait être c'est encore grave, l'objet. ça, Oui, mais bon, maintenant, on est là, on est réaliste. Oui, vous êtes là, mais ça pourrait être aussi l'objet d'un autre débat, parce que la France a vraiment soutenu cette opposition, cette coalition nationale syrienne. Il faut dire qu'il n'a pas su, comme a dit Sevi Eldin Izouli, qui n'a peut-être pas su être uni et peut-être être à la hauteur aussi du soutien de la France. Malheureusement, cette coalition, mais vous avez été soutenu cette coalition n'est pas le bon représentant de cette opposition modérée. Mais c'est ça le gros problème. On doit être capable aussi de l'autocritique, ce qu'on n'a pas fait depuis 5 ans. Tout à fait. Ça, je le partage, je l'ai écrit même récemment. Aujourd'hui, on doit être face à notre responsabilité et à l'auteur de souffrance de notre peuple. C'est nous la cause, absolument. Première cause. C'est vous la première cause. Absolument. C'est une belle autocritique pour terminer. Oui, je l'ai écrit récemment, effectivement, un article sur ça. Merci Elias Vardé, vous restez avec moi. Merci Sevi Eldin Izouli. On reçoit tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, un œil sur les médias, c'est tout de suite.
Bonsoir Karim. On parle tout de suite tous. des élections régionales en France. Certains à gauche ont bien du mal à se résoudre à voter à droite pour contrer le Front National. Et il y en a un qui a évidemment du mal à imaginer qu'on puisse appeler à voter à droite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et on en parle notamment sur le site de Marianne, entre les Républicains et le Front National. Il refuse de choisir. Je me garderai bien de donner des consignes, a expliqué l'eurodéputé du parti de gauche qui, lui, par le passé, a affronté Marine Le Pen dans un scrutin il y a quelques années. Sur les réseaux sociaux, les militants aussi ont bien du mal à se résoudre à cette idée. On a même vu apparaître ce compte Twitter avec ce hashtag je m'abstiens. Ce compte Twitter s'appelle « Je suis de gauche », ni Marion ni Estrosi, avec ce montage où on découvre les deux visages de ces candidats en PACA, le premier et le deuxième. Sur Twitter, ce hashtag a un certain succès, il est largement utilisé. Ni Marion ni Estrosi qui tweet « 5e colonne, fermeture des frontières ». Ce sera le nini pour la gauche. C'est une référence à des déclarations de Christian Estrosi qu'un certain nombre de militants socialistes assimilent presque au Front National. Sinaloa Cowboy écrit sur son compte Twitter « Alors allez voter les Républicains pour faire barrage au FN. N'oubliez pas comment Nicolas Sarkozy va pavoiser en héros. On le voit venir. » Hashtag je m'abstiens. Et puis on a vu apparaître du côté d'un certain nombre de militants socialistes une vieille photo avec Christian Estrosi et Jean-Marie Le Pen. Alors une photo, ça ne signifie pas la collusion des idées, mais évidemment, c'est une image qui est colportée sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'entre le Front National et Christian Estrosi, il n'y a pas tant de différence que cela. Du côté du FN, évidemment, on a utilisé cette image assez rapidement, Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, au temps où Christian Estrosi ne se prétendait pas résistant au Front National. C'est l'élément de langage qu'il aime à répéter depuis quelques jours maintenant. Louis Alliot, lui aussi, a publié cette photo sur son compte Twitter. Ce n'est pas l'effronté Estrosi à côté de Jean-Marie Le Pen, avec une pointe d'ironie. Lui explique que c'est lors des législatives 1993, mais cette date n'est pas confirmée. En tout cas, il y en a un autre qui s'est exprimé et dont les paroles ont largement été commentées. C'est l'humoriste Danny Boone qui a choisi Facebook pour exhorter les ch'tis à contrer le FN. Il a publié ce court message sur Facebook qui a été partagé de très nombreuses fois, plus de 420 000 fois. « Je ne peux pas croire, dit-il, que ma région, celle où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai tout appris, que j'aime tant et que je mets en valeur dans mes spectacles et dans mes films depuis plus de 25 ans, puisse voter pour le Front National. Je vous assure, mais biloute, que voter pour l'extrême droite ne résoudra aucun des problèmes. » Alors vous en doutez, du côté de Marine Le Pen, on n'a pas tardé à réagir en expliquant que Danny Boone n'avait pas de leçon de morale à donner. Sur les réseaux sociaux, il en a pris pour son grade. Un certain nombre de tweetos ont expliqué que Danny Boone était peut-être mal placé puisque c'est un exilé fiscal et qu'il est bien loin de son nord natal. En tout cas, certains ont réagi en expliquant aussi qu'il était un petit peu déconnecté de la réalité aujourd'hui. Il y a notamment cet internaute qui explique qu'elle adore Danny Boone, mais qu'après tout le mal qu'ont fait la droite et la gauche à la région, elle a bien envie d'essayer le Front National. On va évoquer très rapidement Greenpeace qui a piégé les scientifiques en marge de la COP 21. Alors, c'est à découvrir sur le site du Monde ou encore sur le site de Politis. Pendant 6 mois, des membres du bureau anglais de Greenpeace se sont fait passer pour des représentants d'entreprises du charbon et du pétrole. Et c'est impressionnant à quel point on peut acheter des scientifiques pour défendre sa cause, à lire donc sur le site du Monde. Merci beaucoup, merci Karim. Merci beaucoup Elias Vardet d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h de Paris. Et Karim, vous pouvez le retrouver dès 20h45. Bonsoir. Merci Karim. Bonsoir.